Tout le monde aime les bonnes énigmes. Mais que se passe-t-il lorsqu'une énigme ne trouve jamais de dénouement satisfaisant? Cette révélation à la Scooby-Doo du coupable. 10 affaires policières mystérieuses qui restent non élucidées. Les affaires policières non résolues suivantes sont étranges, effrayantes, et malheureusement sans conclusion. Elles comptent parmi les mystères non résolus les plus déroutants de notre époque. Commençons par l'une des affaires non résolues les plus médiatisées, si populaire qu'il existe même un site web dédié à la traque de ce meurtrier. Le tueur du Zodiac. La plupart des gens restent généralement discrets sur leurs crimes, mais Zodiac, comme il se surnommait lui-même, était tout sauf discret. De 1968 à 1969, il a terrorisé San Francisco avec sa série de meurtres, narguant la police avec ses lettres codées envoyées au journal local. Au moins 5 meurtres lui sont directement attribués, bien qu'il affirme avoir tué 37 personnes. Sa terreur a commencé lorsque Betty Lou Jensen, 16 ans, et David Arthur Faraday, 17 ans, ont été retrouvés gisant à l'extérieur de leur voiture criblés de balles. Jensen a été retrouvée morte sur les lieux, avec 5 blessures par balle dans le dos, tandis que Faraday est décédé d'une balle dans la tête pendant son transport à l'hôpital. 6 mois plus tard, un couple qui avait garé sa voiture à 6 km de cette scène de crime a également été attaqué. L'un a été blessé et l'autre tué. Le survivant, Michael Mageau, a pu donner une description du tueur. Il a décrit un homme blanc, corpulent, mesurant environ 1,70 m. C'est le tueur du Zodiac lui-même qui allait fournir à la police les preuves restantes. À minuit 48 cette même nuit, la police a reçu un appel étrange. « Je souhaite signaler un double meurtre. Si vous vous rendez à 1 km à l'est de Columbus Parkway, dans un parc public, vous trouverez les jeunes dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai également tué ces jeunes l'année dernière. Au revoir. » 1 mois plus tard, les journaux reçurent la première lettre du tueur du Zodiac. Il exigeait qu'il la publie en première page, sinon il se lancerait dans une série de meurtres. La lettre décrivait les meurtres, le tout écrit à l'aide de chiffres mystérieux qui semblaient former un code. C'était un thème récurrent dans les autres lettres qu'il enverrait, toutes signées d'un symbole représentant un cercle barré. L'une de ces lettres fut décodée par un professeur de lycée et sa femme. Elle disait « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement amusant, et c'est plus amusant que de chasser du gibier dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me procure l'expérience la plus palpitante. C'est même mieux que de prendre son pied avec une fille. Le meilleur, c'est que lorsque je mourrai, je renaîtrai au paradis, et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom, car vous essaierez de ralentir ou d'arrêter ma collection d'esclaves pour ma vie d'après-mort. » Le tueur du Zodiac a continué à tuer et a laissé des indices frustrants pour la police. Lettres codées, appels téléphoniques anonymes, le cercle barré dessiné sur les voitures des victimes, l'envoi de chemises tachées de sang, les témoignages des survivants, mais la police ne l'a jamais retrouvé. L'affaire Taman Shud. Le tueur du Zodiac n'était pas le seul à aimer utiliser des codes. Le matin du 1er décembre 1948, un corps a été retrouvé sur la plage de Somerton, à Adélaïde, en Australie. Le corps de l'homme était en parfait état, sans aucune blessure. Il était bien habillé, bien que toutes les étiquettes de ses vêtements avaient disparu. Dans sa poche se trouvait un billet de train pour Henley Beach, qui ne serait jamais utilisé. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'on a retrouvé une valise liée à lui à la gare d'Adélaïde. Son étiquette avait été retirée, tout comme celle des vêtements qu'elle contenait. Malheureusement, cela n'a fourni aucun indice, tout comme son autopsie, qui n'a révélé aucune substance étrangère dans son corps, pouvant directement lier sa mort à un empoisonnement. 1 mois plus tard,
On a trouvé la preuve la plus importante, mais aussi la plus énigmatique, dans une poche secrète du pantalon de l'homme, et on pouvait y lire « Taman Shud ». Les responsables de la bibliothèque publique furent appelés pour traduire cette phrase. Ils conclurent qu'elle signifiait « terminé » ou « fini ». Une expression que l'on trouve dans un recueil de poèmes intitulé « Les Rubaiyat d'Omar Khayyam ». La police lança immédiatement une recherche à l'échelle nationale pour retrouver le livre dont ce bout de papier avait été arraché. Un homme s'est présenté, affirmant avoir trouvé le livre sur la banquette arrière de sa voiture non verrouillée une semaine ou deux avant la découverte du corps. Au dos de celui-ci figurait un code étrangement griffonné au crayon. Un numéro de téléphone menant à une infirmière a également été découvert, bien que celle-ci ait déclaré avoir donné un exemplaire du Rubaiyat à un officier de l'armée nommé Alfred Boxall. Bien sûr, tant l'homme qui a trouvé le livre que l'infirmière ont nié tout lien avec le défunt. L'enquête n'a jamais abouti, bien que beaucoup soupçonnent qu'il s'agisse d'un suicide. Le thème du livre étant de ne rien regretter lorsque la vie s'achève. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un espion. Et tant qu'il n'y aura pas de percée dans l'affaire, sa tombe portera toujours l'inscription « Ici repose l'homme inconnu qui a été retrouvé à Somerton Beach le 1er décembre 1948. » L'affaire Tara Calico. Le matin du 20 septembre 1988, à Belen, au Nouveau-Mexique, la journée semblait idéale pour faire du vélo. Tara Calico a emprunté le vélo rose de sa mère pour aller faire un tour. Extravertie et active, elle travaillait comme caissière dans une banque et étudiait pour devenir psychologue ou psychiatre. Elle avait prévu de jouer au tennis cet après-midi-là et avait demandé à sa mère de venir la chercher en voiture au cas où elle aurait un pneu crevé et ne rentrerait pas à la maison avant midi. Elle n'est jamais revenue. Toutes les pistes se sont avérées sans issue, jusqu'à ce qu'un an plus tard, une photo soit retrouvée en montrant une jeune femme de son âge et un garçon disparu, tous deux bâillonnés. La photo Polaroid a été trouvée sur un parking devant un magasin Junior Food en Floride. Michael Henley, âgé de 9 ans, avait disparu dans la même région que Calico en avril 1988, alors qu'il chassait la dinde avec son père. Il semblait se trouver à l'arrière d'une camionnette avec un exemplaire d'un livre écrit par V.C. Andrews, l'auteur préféré de Calico, posé juste à côté de la jeune fille. Au départ, la mère de Tara ne pensait pas que la fillette était la sienne, mais celle sur la photo avait une cicatrice identique à celle de Calico. Pourtant, en raison du manque de preuves, de nombreux experts rejettent cette photo. En 1990, le corps de Michael Henley a été retrouvé dans les montagnes unies, là où il chassait, ce qui contredit fortement la théorie selon laquelle les deux avaient été enlevés et emmenés en Floride. Les parents de Calico finirent par mourir sans jamais savoir qui avait enlevé leur fille. Le mystère des pieds sectionnés. En 2007, une jeune fille se promenait sur une plage de Colombie-Britannique lorsqu'elle trouva une basket. À sa grande horreur, en ouvrant la chaussette, elle a découvert qu'un pied humain s'y trouvait. Depuis lors, plusieurs pieds sectionnés ont été rejetés sur le rivage. Ces pieds ont été associés à 5 hommes, une femme et 3 personnes de sexe inconnu. Au fil des ans, avec des pieds factices jetés ici et là, l'affaire n'a jamais été complètement classée, et de nombreuses théories circulent quant à l'identité des propriétaires de ces pieds. La police de Vancouver a réussi à identifier un pied en 2008 dont l'ADN correspondait à celui d'un homme décrit comme ayant des tendances suicidaires. Elle a ensuite pu relier 2 autres pieds à une femme qui aurait également mis fin à ses jours. En raison de ces découvertes, beaucoup pensent que ces pieds appartiennent à des personnes qui se sont jetées d'un pont pour se donner la mort. Cependant, en raison de la rareté de ces découvertes, uniquement des pieds et aucune autre partie du corps, certains pensent que ces pieds sont liés à un accident d'avion survenu près d'une île voisine. D'autres suggèrent qu'ils appartiennent à des victimes du tsunami asiatique de 2004.
car les chaussures ont toutes été fabriquées avant 2004. Quelle que soit l'origine de ses pieds, il laisse le monde perplexe depuis des années. La femme morte qui a désigné son meurtrier. Bien que cette affaire ait été résolue, la manière dont elle a été résolue reste un mystère. En 1977, une kinésithérapeute respiratoire de Chicago a été assassinée dans son appartement. Teresita Bassa a été retrouvée sous un matelas en feu, un couteau de boucher enfoncé dans la poitrine. La police a tenté de retrouver ses bijoux volés, mais sans succès. Elle n'a pas réussi non plus à établir un lien entre les suspects et le crime. Il semblait impossible de retrouver l'auteur du crime jusqu'à ce que Rémi Chua, une collègue qui connaissait à peine la victime, devienne involontairement une source d'information majeure. Chua a commencé à avoir de fréquentes visions et des cauchemars concernant Bassa. Tout a commencé dans les vestiaires de son travail, où elle a vu le visage d'un homme derrière Bassa. Cela se répétait dans ses rêves. Chua a ensuite commencé à canaliser l'esprit de Bassa lorsqu'elle discutait avec son mari. Tout en canalisant l'esprit de Bassa, Chua a raconté à son mari toute l'histoire du meurtre de Bassa. Elle a affirmé qu'un aide-soignant de l'hôpital, nommé Alan Showery, aidait Bassa à régler sa télévision lorsqu'il l'a agressé. Il l'a ensuite tué et a mis le feu à son matelas. L'esprit a même pu donner des détails sur ce qu'il était advenu de ses bijoux qui avaient été remis à la concubine de Showery. Monsieur Chua a convaincu sa femme de communiquer ces détails à la police. La police était sceptique au début, mais après avoir vu les bijoux de Bassa sur la femme de Showery, la cousine de Bassa a pu le confirmer d'ailleurs comme l'esprit l'avait prédit, la police a pu condamner l'homme à 14 ans de prison. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner à une peine plus longue. Mais était-ce vraiment le fantôme de Bassa qui a désigné son meurtrier ? Peut-être que Chua connaissait certains faits de l'affaire et les a déguisés en une possession spirituelle. Ce qui a conduit la police jusqu'au meurtrier reste aujourd'hui un mystère. Le garçon dans la boîte. C'était en 1957 à Philadelphie qu'un chasseur a trouvé le corps meurtri d'un garçon dans une boîte de JCPenney. Le garçon, âgé d'environ 4 à 6 ans, était nu et enveloppé dans de la flanelle. Il semblait être mort des suites de coups portés à la tête. Craignant que ses pièges à rats musqués ne soient confisqués par la police, le chasseur n'a pas signalé la découverte du corps. Ce n'est que 2 jours plus tard, lorsqu'un étudiant a trouvé le corps, que la police a ouvert l'enquête sur le cas de l'enfant inconnu d'Amérique. L'affaire a immédiatement attiré l'attention des médias, et des affiches du garçon ont été placardées dans toute la Pennsylvanie. Bien que la police ait reçu des milliers de pistes, elle n'a jamais pu découvrir l'identité du jeune garçon. Elle a tenté de remonter la piste de la boîte JCPenney et de vérifier les empreintes digitales du garçon. Mais tout menait à une impasse. Il y avait toutefois 2 pistes prometteuses à noter. L'une concernait un foyer d'accueil situé à 2,4 km de là. Un médecin légiste, qui a suivi l'affaire jusqu'à sa mort, s'est fait guider par un médium jusqu'à ce foyer d'accueil, où il a trouvé un berceau similaire à celui vendu dans la boîte. Suspendu à la corde à linge, il y avait des couvertures très semblables à celles qui enveloppaient le garçon. Il pensait que le garçon appartenait à la belle-fille de l'homme qui dirigeait le foyer, et qu'elle ne voulait pas être découverte en tant que mère célibataire. La police a interrogé le couple, mais a classé l'enquête. En 2003, ils ont rouvert le dossier après avoir interrogé une femme identifiée comme M, qui affirmait que sa mère violente avait acheté l'enfant en 1954. Selon elle, sa mère avait tué le garçon dans un accès de rage. Comme M était mentalement instable, l'enquête a également été classée sans suite, laissant le garçon rester l'enfant inconnu d'Amérique, peut-être pour toujours. L'affaire Jeannette de Palma. En général, on associe les sorcières à Salem, dans le Massachusetts. Mais dans cette affaire particulière, les sorcières se trouvaient à Springfield, dans le New Jersey. Tout a commencé en 1972, lorsqu'un chien a rapporté à la maison un avant-bras en décomposition.
Cela a déclenché une recherche policière et un corps a été rapidement retrouvé peu après au sommet d'une falaise à Springfield. Le corps a été identifié comme celui de Jeannette de Palma, une jeune fille de 16 ans portée disparue depuis 6 semaines. Immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler quant à la cause de sa mort. La colline où elle a été découverte était couverte de symboles occultes et beaucoup pensaient que son corps avait été placé sur un autel de fortune. De nombreux habitants, voire certains membres de la police, accusent un couvent de sorcières, également connu sous le nom de sataniste, qui aurait utilisé De Palma pour un sacrifice humain. En raison d'une inondation, une grande partie des détails de l'affaire a été depuis détruite. Cependant, certains articles de journaux mentionnent que la police n'a pas pu déterminer la cause du décès en raison de l'état de décomposition avancé du corps. Elle avait également enquêté sur un sans-abri local qui était le principal suspect, mais n'avait trouvé aucun lien avec le meurtre. Quant à la théorie occulte, beaucoup pensent que De Palma aurait provoqué un groupe d'adolescents adorateurs de Satan dans son lycée, alors qu'elle tentait de les évangéliser. Elle faisait partie d'un groupe qui aidait les toxicomanes à trouver la foi en Jésus-Christ. Le révérend qui dirigeait le groupe a émis une hypothèse qu'elle avait été choisie comme sacrifice par le groupe pour cette raison. Était-elle un sacrifice humain? Ou ses soupçons ont-ils contribué à dissimuler le véritable meurtrier? Peut-être que personne ne le saura jamais. L'affaire Gulico Molinaga. Bon, accrochez-vous, car cette affaire est aussi tordue qu'une série policière à la télévision. Elle concerne les entreprises japonaises Ezaki Gulico, surtout connues pour ses snacks Pocky, et Morinaga. En 1984, 2 hommes armés et masqués ont fait irruption au domicile de la mère du PDG, Katsuhisa Ezaki. Ils l'ont ligoté, puis ont pris la clé de la maison du PDG de Gulico. En entrant dans sa maison, ils ont également ligoté sa femme et sa fille. Madame Ezaki a tenté de négocier une rançon avec les hommes, mais ceux-ci voulaient autre chose. Après avoir coupé les fils téléphoniques, ils ont fait irruption dans la salle de bain, où Ezaki et ses 2 autres enfants se cachaient. Ils ont enlevé Ezaki et l'ont retenu en otage dans un entrepôt. Ils ont exigé une rançon d'1 milliard de yens et 100 kg de lingots d'or. Leur plan a été déjoué lorsqu'Ezaki a réussi à s'échapper 3 jours plus tard. Quelques semaines plus tard, alors que l'entreprise pensait avoir échappé à l'extorsion, des véhicules stationnés sur le parking de son siège local ont été incendiés. Puis, un conteneur contenant de l'acide chlorhydrique et une lettre de menace adressée à Gulico ont été découverts à Ibaraki, où se trouvait l'entrepôt. Cela a marqué le début d'une série de lettres envoyées par une personne ou un groupe se faisant appeler le monstre aux 21 visages, du nom d'un méchant d'une série policière japonaise. Les lettres menaçaient les produits de l'entreprise, affirmant que ces bonbons étaient mélangés à du cyanure de potassium. Gulico a été contraint de retirer les produits des rayons, ce qui a entraîné une perte de 21 millions de dollars et le licenciement de 450 employés à temps partiel. Après avoir tourmenté Gulico pendant des mois, le monstre aux 21 visages a décidé d'aller s'amuser ailleurs. Leur dernière lettre, adressée à Gulico, disait « Nous pardonnons à Gulico ». Sur cette fin abrupte, ils se sont tournés vers les entreprises alimentaires Marudai Ham, House Foods Corporation et Fujiya. En échange de l'arrêt de leur harcèlement envers Marudai, l'un de ses employés devait leur remettre une rançon dans un train. C'est alors qu'un enquêteur, déguisé en employé, a aperçu le principal suspect, connu sous le nom de l'homme aux yeux de renard. L'homme était bien bâti, avait les cheveux coupés courts et permanentés, avec des yeux comme ceux d'un renard. Après avoir déposé la rançon comme prévu, lui et un autre enquêteur tentèrent de suivre l'homme aux yeux de renard, mais ils le perdirent de vue. Ils eurent une seconde chance plus tard, mais il leur échappa à nouveau. Après avoir continué à harceler la police 1 an plus tard, le commissaire Yamamoto s'est suicidé en s'immolant par le feu, honteux de ne pas avoir réussi à capturer l'homme aux yeux de renard. 5 jours après sa mort,
le monstre aux 21 visages a envoyé sa dernière lettre aux médias. Yamamoto, de la police de la préfecture de Shiga, est mort. Quel idiot! Nous n'avons ni amis ni cachette secrète à Shiga. C'est Yoshino ou Shitaka qui auraient dû mourir. Qu'ont-ils bien pu faire pendant 1 an et 5 mois? Ne laissez pas des méchants comme nous s'en tirer à bon compte. Il y a bien d'autres imbéciles qui veulent nous imiter. Yamamoto, ce bon à rien, est mort en homme. Nous avons donc décidé de lui présenter nos condoléances. Nous avons décidé de ne plus nous en prendre aux entreprises agroalimentaires. Si quelqu'un fait chanter l'une de ces entreprises, ce n'est pas nous, mais quelqu'un qui nous imite. Nous sommes des méchants. Cela signifie que nous avons mieux à faire que de malmener des entreprises. C'est amusant de mener la vie d'un méchant. Le monstre aux 21 visages. Et sur cette dernière déclaration, le monstre aux 21 visages disparut sans qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Le SS Ourang Medan. Les navires fantômes ne sont pas seulement le fait des légendes et des films comme Pirates des Caraïbes. Dans cette histoire vraie, tout l'équipage a mystérieusement péri. Tout a commencé en 1947, lorsque des navires naviguant dans le détroit de Malacca, situé entre Sumatra et la Malaisie, ont entendu un appel de détresse inquiétant. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, gisant dans la salle des cartes et sur la passerelle. L'équipage tout entier peut être mort. Le message était suivi d'un code morse indéchiffrable, puis enfin, je meurs. Un navire américain appelé Silver Star a répondu à l'appel de détresse et a localisé l'Ourang Medan. Mais il n'y avait aucun signe de l'équipage sur le pont, même lorsqu'ils ont essayé de les appeler. Ils ont donc abordé le navire pour se retrouver face à une scène d'horreur. Les cadavres des Hollandais étaient éparpillés sur le pont, leurs visages déformés de telle sorte qu'on aurait pu croire qu'ils avaient été témoins d'une scène effroyable avant de mourir. Même le chien était mort, le visage également déformé par l'agonie. Le corps du capitaine fut retrouvé sur la passerelle, tandis que l'officier des communications était toujours à son poste, ses doigts glacés appuyant encore sur le télégraphe. L'équipage américain descendit sur le pont des Chaudières pour y découvrir la même situation. Bien qu'il fasse plus de 38 degrés là-bas, un frisson glacial les parcourut. Se repliant à nouveau sur leur navire, ils décidèrent de remorquer l'Ourang Medan jusqu'au port. Mais dès qu'ils eurent attaché le câble de remorquage, de la fumée se mit à s'échapper du navire. Quelques instants plus tard, il explosa, sombrant dans sa tombe aquatique, emportant tous ses secrets avec lui. À quelle horreur l'équipage avait-il assisté? Certains pensent qu'il s'agissait d'un phénomène paranormal. Peut-être qu'une bande de pirates fantômes a attaqué le navire ou que des extraterrestres ont décidé de lui rendre visite. De tels événements inexplicables se produisent bel et bien, comme l'ont vécu le pompier et ambulancier Mick Myers dans sa caserne. D'autres, cependant, ont des explications plus scientifiques. Beaucoup émettent l'hypothèse que le navire néerlandais transportait clandestinement des matières dangereuses telles que du cyanure de potassium et de la nitroglycérine. L'eau de mer aurait pu entrer en réaction avec la cargaison, provoquant le dégagement de gaz toxiques qui auraient pu empoisonner l'équipage. La nitroglycérine aurait ensuite provoqué l'explosion. Ou peut-être y a-t-il eu un problème dans la chaufferie. Le monoxyde de carbone a-t-il tué l'équipage et un incendie s'est-il déclaré détruisant le navire? Le plus troublant est le fait que, bien que le Silver Star soit bien réel, il n'existe aucun registre d'immatriculation du navire. Ce navire a-t-il réellement existé ou s'agit-il simplement d'une légende de marin? Le Cape Intruder. Cette dernière affaire non résolue a été rapportée par quelqu'un sur Internet. Voici ces mots. Cette affaire non résolue n'est pas célèbre, mais c'est une histoire locale dont je me souviens depuis des années, qui s'est produite dans une ville voisine. Sans une brève mention dans une vieille archive vidéo concernant une surveillance de quartier, j'aurais pu croire que c'était juste le fruit de mon imagination. En 2005, dans la ville aisée de Cape Elizabeth, dans le Maine, la communauté a vécu une expérience troublante. Pendant la nuit, les victimes qui laissaient leurs portes déverrouillées
se réveillait le matin pour apercevoir brièvement un homme qui les fixait. Avant qu'elle n'ait pu réagir, l'homme s'enfuyait, laissant la maison exactement comme il l'avait trouvée. Rien n'avait été volé. Personne n'avait été blessé ni tué. Tout ce qu'il leur avait pris, c'était leur intimité lorsqu'ils s'étaient faufilés dans leur chambre pour les regarder dormir. Un portrait robot représentant un homme d'une vingtaine d'années a été diffusé au journal télévisé local. Tout le monde semblait savoir de qui il s'agissait, et la police a reçu de nombreux appels de citoyens inquiets désignant des suspects potentiels. Bien que deux personnes aient nommé la même personne, la police n'a jamais réussi à attraper le Cape Intruder. Après quelques intrusions en août, décembre et février, il n'est plus jamais revenu. Peut-être avait-il eu sa dose de corps endormi à regarder pendant cette période. Mais l'idée qu'une telle personne existe et se promène encore parmi nous suffit à donner des frissons à n'importe qui. Et bien sûr, cela nous rappelle sinistrement de fermer nos portes à clé. Merci de m'avoir écouté, et dites-moi quelle affaire vous a intrigué le plus. J'attends vos commentaires. Affreusement vôtre, La Ruse.